La base du chic médiéval, c'est d'avoir tout de la même couleur, et on reviendra là-dessus. Donc le costume est un langage particulier qui nécessite une clé de lecture. Le problème, c'est qu'évidemment, vous avez énormément d'erreurs dans le costume médiéval qui viennent de cette mauvaise lecture, qui sont faites, en fait, c'est de la lecture littérale, sans analyse rigoureuse, et là, vous demandez à n'importe quel médiéviste, qu'il soit médiéviste de formation depuis sa plus tendre enfance ou qui est bifurqué en passant du 19e au médiéval, vice-personne. Vous demandez à n'importe quel médiéviste, tout le monde vous dira que la rigueur est la condition sine qua non de la reconstitution historique. Sinon, c'est pas possible. Pour le Moyen-Âge, on est obligé d'avoir une discipline au niveau de la lecture de l'image, que, enfin, on peut se permettre peut-être des libertés, je vais me faire tuer, pour le 18e, mais le Moyen-Âge, on ne peut pas, il faut vraiment savoir analyser tout à la perfection. Donc, le problème, c'est qu'après, vous aurez un pourcentage de costumes qui sont dits historiques, qui ne sont pas historiques et qui est assez important. Là, on dépasse les 95% des costumes historiques. Voilà. Enfin, des costumes dits historiques. Ah oui, la proportion est énorme. Donc, il faut comparer aussi les pièces archéologiques aux images, voir si on a des rapports entre l'archéo et l'image. Donc, avant de pouvoir comparer tout ça, on doit être capable de comprendre ce qui, dans l'image, est une convention et ce qui est la réalité. Et le problème de l'image médiévale, c'est que sur un même personnage, vous avez un mélange de convention et de réalité. Donc un même personnage est à la fois un personnage de totale fiction et un personnage totalement ancré dans son temps. Il y a une explication qui est relativement simple à ça, c'est que ce sont évidemment les images qui nous restent. Ce sont souvent des images qu'on trouve sur les églises. Les plus fiables, ça reste les sculptures. Elles se trouvent sur des églises. La plupart des églises sont quand même placées sur des chemins de pèlerinage. Or, la mode change d'une région à une autre. Donc, vous aurez une espèce de constante sur les façades des églises, qui sont les conventions, qui sont mises sur des personnages qui sont habillés à la mode locale. Donc, c'était évident, évidemment, pour les gens du XIIIe siècle ou du XIVe siècle, mais pour nous, quand on débarque 600, 700 ans après, on est en totale panique. Ou alors on croit que c'était comme ça tout le temps. Alors que c'est une grosse erreur. On doit absolument tout revoir, on doit se tenir au courant des modes qui avaient lieu dans les endroits où l'œuvre a été faite. Et alors, évidemment, histoire de bien nous simplifier la vie de façon adorable, vous savez que les sculpteurs qui ont travaillé à Chartres sont après partis à Strasbourg. Donc, est-ce qu'ils ont importé la mode de Chartres à Strasbourg, ou est-ce que ce qu'on a sur les statues de Strasbourg est la mode de Strasbourg? On trouve des pièces de costumes typiquement françaises en Norvège, parce que le sculpteur venait de Paris. Donc, on a aussi, il faut suivre les trajets des sculpteurs. Là, ça commence à devenir vraiment un gros travail de spécialiste. On va peut-être pas en demander autant aux reconstitueurs moyens, mais disons que quand on travaille sur l'art médiéval, c'est des choses qui sont absolument passionnantes. Quand on travaille sur le costume aussi, parce que plus on va avancer, plus évidemment on va chipoter. Donc tous les gens qui vivaient au Moyen-Âge comprenaient ça. Et nous, on a perdu cette perception. Donc la plus grande partie de la recherche concernant le costume médiéval consiste à retrouver et à comprendre le costume. Il est absolument essentiel de comprendre ce qu'est un costume médiéval, de comprendre son importance dans la société, de comprendre ce qu'il compose et de comprendre pourquoi il est comme ça. Il y a des raisons. Il y a énormément de raisons qui vous expliquent pourquoi le costume est de cette manière. Alors ce qui va nous aider pour les raisons, c'est le texte. Les textes, on en a de plusieurs types. On a le premier type, celui qu'on a peut-être tous lu quand on était jeune, quand on a lu la chanson de Roland, les histoires de Lancelot et compagnie, donc c'est la fiction. Donc ça rejoint les poèmes, les laits, les romans, les fabliaux, les dits, les satires, qui sont plus ou moins fiables. Si on prend par exemple plusieurs types de textes différents, quelque chose comme le roman d'Alexandre, qui date du XIVe siècle, qui vous raconte les histoires d'Alexandre le Grand, est-ce qu'il est vraiment fiable sur le costume médiéval? Parce qu'il parle d'Alexandre le Grand qui vivait quand même quelques siècles avant le Moyen-Âge. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas dans le texte des éléments exotiques? Du coup, il faut comparer avec les autres textes.
ça complique, c'est-à-dire que ça vous fait faire aussi des études sur la littérature médiévale. C'était bien, moi je voulais juste faire un costume. Je voulais juste une robe pour aller à la fête médiévale. Voilà, donc ça, vous trouvez des textes médiévaux qui vous expliquent le plus sérieusement du monde que la robe, elle a été faite par les fées. Bon. Quand vous tombez sur ce type de texte, évidemment, la fiabilité, elle en prend un petit coup. Léger, 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 léger. Alors là, c'est super, on a les textes neutres. Le genre de texte que, quand vous arrivez par exemple en fac, jamais je lirai un texte pareil. Mais non, mais ça va pas. Texte de loi. En latin. Tout ce qui est loi somptuaire, à la fin, ça devient passionnant. Mais vous vous marrez même limite en les lisant quand vous apprenez qu'à Vérone, alors Vérone, évidemment, vous pensez à Vérone, Roméo et Juliette. Ah, puis ils sont amoureux, c'est beau. Et vous imaginez, en fait, enfin, on a les textes de loi de Vérone où ils demandent aux maris pratiquement de tenir leur femme en laisse parce que on a les inspecteurs, donc il y a des officiers de la ville de Vérone qui sont chargés de respecter si les femmes observent les lois somptuaires. Et en fait, ces inspecteurs se font agresser par les femmes. Donc, il y a une autre loi véronaise qui est là pour demander aux maris de surveiller leurs femmes. Donc, quand vous lisez ça, forcément, du coup, les textes de loi deviennent un petit peu plus fun. Je sais pas, on commence à les trouver sympathiques. Et surtout, on trouve énormément d'informations, puisque si quelque chose est interdit, c'est que ça se fait. Autre texte qui, en théorie, est pénible, c'est les livres de comptes. Alors on a acheté 30 mètres de drap de telle couleur, 40 mètres d'une autre couleur, mais en fait vous avez dedans des informations qui sont extraordinaires. Donc ça c'est aussi une base documentaire absolument passionnante. Ce sont des informations qui en plus de ça sont neutres. Donc on n'a pas une intervention féerique dedans. Ça, c'est sûr. Et après, on a un autre type de texte qui est entre les deux, qui est absolument génial, qui apparaît vraiment beaucoup au XIIIe siècle. Ce sont les manuels didactiques. Donc là, il faut aussi se replacer dans le contexte de la société du XIIIe siècle. On est dans une espèce de révolution industrielle. On a ensuite un autre phénomène au même moment qui s'appelle les croisades. Les croisades, ce sont les nobles qui se sont appauvris pour partir aux croisades. Donc les nobles sont appauvris. La veuve, parce qu'évidemment le noble s'est un peu fait tuer là-bas, la veuve, elle doit revendre ses terres, elle le revend à un bourgeois qui lui s'est enrichi par le commerce, par exemple, du drap. Le bourgeois, il veut avoir l'air d'un noble. Il a racheté les terres, il a plein de pognon, il veut le montrer. Et il s'habille comme un look. Donc on va écrire à l'intention de toute cette société, cette nouvelle société, cette classe bourgeoise montante, des manuels de savoir-vivre, ou les nouveaux anoblis. On leur écrit donc des manuels de savoir-vivre avec des manuels de savoir s'habiller. Comment se comporter en société. Ça, c'est absolument génial. C'est-à-dire que vous avez, dans ce type de livre, des informations extraordinaires, mais parfois, c'est des choses qu'on n'imagine même pas. Par exemple, on apprend que quand un jeune homme est amoureux d'une dame, il vaut mieux pas qu'il se mette du fard à joues. Parce qu'il vaut mieux, quand on est amoureux, il vaut mieux avoir l'air en mauvaise santé. Ah, je me languis. L'information capitale dans ce petit truc-là, c'est qu'au XIIIe siècle, il est possible pour un homme de se maquiller, de se mettre du fard à joues. Donc c'est le genre de petites choses quand même qui sont hyper intéressantes. C'est des petits détails, et parfois vous avez aussi des informations beaucoup plus intéressantes, enfin, beaucoup plus importantes. Autre chose aussi, c'est les sermons. Alors les religieux. Bon, ça passe. Quoi donc ça? Ta tenue, ça passe. Ah bah oui. C'est une femme correcte. Vous verrez une tenue de femme respectable, très riche. Donc là, elle vient de se lever. Au réveil. Donc les sermons sont aussi pleins de petites informations parce qu'on voit ce qui énerve. Et la mode médiévale est souvent basée sur une action-réaction, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, ça énerve les curés nous sortent une loi ou un sermon, donc on est obligé de contourner cette loi, on va trouver un autre truc qui va énerver les curés, qui vont nous sortir une loi, qui vont aller voir le roi va sortir une loi somptuaire, le roi de toute manière il doit faire une guerre, donc il a besoin de sous, donc du coup il ne veut pas que ses bourgeois ils dépensent trop de sous, donc c'est ça la littérature médiévale. Dit comme ça c'est marrant. Ça devient marrant. Si, ça devient marrant après, à un moment. Au début,
La simple idée d'ouvrir un bouquin de loi, moi, ça... Non, mais non, non. Bon, sinon, après, on a les biographies. Biographies aussi pleines de choses très intéressantes, dont la plus célèbre, évidemment, c'est La vie de Saint-Louis par Joinville, qui amène quand même des informations très très bien. Donc, tout ça, toutes ces remarques-là qui sont valables pour le costume sont aussi valables pour les accessoires. C'est-à-dire que l'accessoire, ne pas oublier une chose, donc on considère que le phénomène de mode est apparu au XIIe siècle. Visiblement, ces histoires justement d'action, réaction et compagnie datent vraiment du XIIe siècle. Avant, on n'a pas vraiment les données pour les étudier. Il y a peut-être déjà des petits soubresauts au XIe siècle, mais XIIe siècle, c'est sûr et certain. Et dans la mode, vous pouvez prendre la mode de n'importe quelle époque, je pense que n'importe qui ici qui travaille sur d'autres époques est d'accord, l'accessoire est primordial. L'accessoire, c'est le petit plus qui vous amène votre petite touche de personnalité et qui peut montrer aussi une certaine évolution au niveau de la mode. Donc, les accessoires sont eux aussi particulièrement codés. Voilà. Et donc, c'est seulement quand on réunit tout ça et qu'on les analyse, je suis désolée d'insister là-dessus, mais vraiment, c'est très important, une grande rigueur scientifique, si on se pose les bonnes questions, se demander pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement, ça, ce sont vraiment des questions qu'on oublie souvent de se poser, qu'on peut espérer pouvoir présenter un costume valable. Toujours, la petite phrase à ne jamais oublier, ou même si on ne l'écrit pas, il faut la garder en tête, c'est dans la limite des connaissances actuelles. Parce que tout peut changer, ah, vraiment. La viabilité des costumes est totalement liée à l'avancée de la recherche. C'est-à-dire que ce qui était valable il y a 5 ans n'est plus valable aujourd'hui. Tous les costumes XIIIe siècle ont dû être faits. Enfin, si on est sérieux, on a dû tout faire. Oh, c'est pour ça que dans 2 semaines, je me bats depuis. Non, je vous donne un exemple très très simple. Une des tenues de base dont on se servait, une pièce archéologique dont on se servait, est la robe de Sainte-Claire. Donc la robe de Sainte-Claire qui est conservée à Assise. Sainte-Claire est morte vers 1255, par là, je crois. Je sais plus. Bon, bref, dans ces eaux-là. La relique est parfaitement authentifiée par les autorités. Elle est tracée depuis le XIVe siècle à la basilique d'Assise, enfin le proto-monastère exactement de Sainte-Claire d'Assise. À partir du moment où ils ont fait un inventaire, elle était déjà là. Donc, au niveau authenticité, la relique de Sainte-Claire, on la connaissait par un patron qui en fait n'est pas bon, mais dans la forme générale il est assez correct, et par des photos. Il manquait une donnée absolument capitale, c'était les dimensions. Alors Sainte-Claire, elle était sur place, j'ai discuté avec les sœurs, Sainte-Claire mesurait 1,60 m. La robe devant fait 1,70 m. Derrière elle fait 1,75 m. Ma première robe médiévale, donc bon, je fais 1,82 m, hein, première robe médiévale, enfin 13e plutôt, elle faisait 1,55 m. J'en fais quoi de cette robe d'1,55 m? Des chiffons, voilà. Moi, je vais peut-être en faire un truc pour une imbécile de chance, ça ira peut-être. Donc à partir du moment où cette donnée est arrivée, forcément il a fallu tout refaire. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les costumes médiévaux qui arrivaient pile poil aux pieds, ça va pas. Et quand vous trouvez un truc comme ça, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que vous commencez à regarder les sculptures d'une autre façon. Vous commencez à regarder les enluminures d'une autre façon. Et la dernière fois que j'ai été à la basilique Saint-Denis, je me suis amusée à prendre les pieds des sculptures, les pieds des gisants. Et vous voyez qu'il y a une quantité énorme de tissu qui dépasse sur les figures féminines. Elles ont la place. Alors, donc vous avez la figure qui est couchée, les pieds qui dépassent, et sur le reste de tissu, il y a encore de la place pour mettre un chien. Il y a encore un petit peu de tissu qui dépasse derrière. Si vous commencez à regarder, en plus de ça, les plis que font les tissus, vous vous rendez compte que vous avez une ampleur énorme. Donc le fait de voir ces œuvres-là, oui, voilà, c'est encore... le fait de voir ces œuvres-là, évidemment, vous permet de comprendre ce qui se passe. Alors, on va commencer déjà, puisque vous voyez là ce qui, normalement, ne se voit pas. Je suis choquée. Ce sont les sous-vêtements. Donc le sous-vêtement féminin, évidemment, c'est la chemise. C'est montrer sa chemise. Là-dessus, les textes sont quand même relativement formels. C'est un signe d'impudeur. Être vu en chemise, c'est pire qu'être vu nu. C'est la marque d'une personne négligée, même si on la voit au col. Là-dessus, c'est là que les manuels didactiques sont assez intéressants. Bon, ça va tout juste.
Bon. En revanche, il y a quand même des cas où on voit la chemise, c'est-à-dire que tout le monde, même maintenant, on a des choses qui peuvent être considérées comme impudiques, et il y a des cas où on accepte plus ou moins. Par exemple, personne ne va se promener en théorie dans la rue en Marcel. Et si vous êtes en train de travailler, de faire un chantier sur l'autoroute en plein été avec le macadam, vous êtes en Marcel. Voilà. Donc en tenue de travail, la chemise passe très bien. Là, c'est bon. Si vous devez vous faire exécuter, c'est aussi la tenue idéale. Voilà. Bon. Après, vous avez aussi donc l'accident, c'est-à-dire que, bon, bah, par exemple, on lève un petit peu trop la robe, voilà, par accident, on la dévoile. Et ça, vaut mieux éviter quand même. Mais ce sont des choses qui sont admises quand même socialement. Mais normalement, votre costume doit être fait de telle manière à ce que la chemise n'apparaisse pas. C'est valable jusque dans les années 1420. Après, là, ça change, et c'est très certainement encore une réaction à quelque chose qu'un curé nous a sorti. Du coup, il y a un autre intérêt à la longueur de la robe ou pas, à part le fait de cacher la chemise? On peut en avoir un, en effet. Donc, je finis avec les petits sous-vêtements. Alors, sous les jambes, une femme porte une chose, mais là, on va quand même respecter, parce que là, nous avons déjà montré suffisamment. Donc, la chose féminine, c'est quelque chose. La chose masculine monte jusque-là à peu près, jusqu'à la cuisse. La chose féminine monte jusqu'au genou, ou un petit peu au-dessus, puis on peut la replier. Et alors, quand vous avez une toute petite chose, vous savez comment ça s'appelle? Une chaussette. Une chaussette. Voilà, il y en a qui ont gagné un niveau. Alors, on a quelques pièces archéologiques, dont en particulier la chemise de Saint-Louis, qui a une ampleur de 2,60 m. Ça aussi, quand vous la voyez, vous comprenez beaucoup de choses. Vous voyez un vêtement qui arrive à mi-cuisse, qui fait 2,60 m d'ampleur. Vous vous dites que votre première robe là, que vous avez faite, qui au sol avait 3 mètres d'ampleur, il y a peut-être un problème aussi. Il va peut-être falloir augmenter un petit peu la largeur de la robe. Donc les robes qui font 3 mètres d'ampleur, c'est fini. Voilà. Super. Donc là, vous avez déjà mis en l'air tous les vêtements que vous avez faits depuis vos 5 premières années de reconstitution historique. Dans le meilleur des cas, parfois plus. Donc les textes montrent vraiment qu'il y a une obsession de l'attitude correcte. Et donc là, maintenant, on passe à ce que Madame porte, c'est-à-dire la cotte. Donc la cotte est vraiment la base de la tenue, aussi bien masculine que féminine. Donc je précise tout de suite, la mode 13e est une mode mixte. Il y a une petite différence au niveau des longueurs, justement la longueur des hommes fait que pour les très riches, ça s'arrête au niveau de la cheville et la tenue peut être fendue. La mode mixte, on ne retrouvera ce phénomène-là qu'au XXe siècle. Donc le XIIIe siècle et le XXe siècle ont ceci en commun, l'époque actuelle aussi, on continue. Mais il y a une différence fondamentale entre XIIIe siècle et XXe siècle. XIIIe siècle, la mode est féminine. Ce sont les critères féminins qui donnent le ton de la mode et pas les critères masculins, puisque maintenant, nous, on est plutôt en critères masculins. Je passe parce que je vais parler de... Voilà. Oui, l'ampleur. Non, je pense qu'on m'envoie un message. La manche 13e. Oui, d'accord. Donc, la manche 13e a une forme caractéristique. Vraiment caractéristique, c'est-à-dire que vous voyez que elle est très serrée sur l'avant-bras. Ça commence un tout petit peu avant le coude. Donc là, c'est très serré. Et là, c'est très ample. Alors, ça dépend des modèles. Vous pouvez avoir la manche qui commence là, comme la manche qui commence là. Ce qui est très important aussi, et ça, c'est un facteur de mauvais costume, malheureusement, ou de costumes pas très très réussis, c'est l'emmanchure. Quand vous lisez les textes médiévaux, il y a vraiment une obsession, enfin les textes 13e, déjà la fin 12e, une obsession de la manche. C'est-à-dire que vous trouvez par exemple dans le roman de la Rose que la manche doit être saillante et élégante. Donc l'emmanchure est quelque chose à traiter avec soin, c'est-à-dire que les emmanchures qui commencent là, donc ce qu'on fait par exemple quand on fait du costume carolingien ou costume 10e, 11e, là c'est fini. Déjà au XIIe siècle, à partir du moment où on a commencé à faire des torses plus serrés, l'emmanchure est arrivée là, et est arrivée également l'emmanchure arrondie. Donc c'est une emmanchure arrondie qu'on a au niveau de l'épaule. Vous voyez bien la courbe. Et ça, vous le trouvez même sur des vêtements très très pauvres, comme les vêtements de saint François d'Assise. Même saint François d'Assise faisait sur ses vêtements de moine des emmanchures arrondies. Donc Sainte-Claire aussi, Sainte-Élisabeth, Saint-Louis aussi.
Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'est un critère aussi qui permet de reconnaître un vêtement 13e ou tout début du 14e. Alors, donc l'ampleur, très très important. L'ampleur d'un vêtement, en fait la quantité d'un vêtement, la quantité de tissu qu'on met dans un vêtement, est un signe de richesse. Le 13e est une époque sobre. Il vient après le 12e, qui est une époque d'un petit peu de débauche de tissu avec les croisades qui sont arrivées, on met un peu de broderie peut-être partout, il y a des tissus qui sont très luxueux, des pierres un petit peu partout. Le 13e, on passe à l'inverse. Donc on va avoir des choses qui sont vraiment très peu décorées. Donc la richesse, il faut toujours la montrer quand même. Il faut montrer son statut, c'est quelque chose de primordial dans le costume, dans tout le costume médiéval. On a une obsession du statut, c'est-à-dire que quand on vous sort l'expression « l'habit ne fait pas le moine », vous rayez ça pour le Moyen-Âge. Au contraire, tout doit être visible. Et effectivement, donc pour montrer son statut, on a la longueur, la quantité de tissu qui est employée. Je vous expliquerai une fois qu'elle aura mis son surcot la quantité de tissu qu'on a dedans. Et on a tout ce qui est accessoire. Pardon, excusez-moi. Oui. Par rapport à l'habit ne fait pas le moine, Oui. en allemand on dit l'inverse. Oui. On dit l'expression se dit l'habit fait le moine. Ah, c'est possible, oui, oui. Enfin, Oui, oui. juste- Ouais, ouais, non, c'est tout à fait possible. Donc la cotte se porte avec des accessoires, la ceinture et en particulier l'aumônière. Alors les aumônières, c'est très important aussi. Vous voyez que c'est une aumônière de petite taille. Ça c'est aussi, c'est un petit signe de petite délicatesse. On ne met pas grand chose dedans. Donc là une relique, par exemple. Là c'est la mini aumônière qui est planquée dans l'aumônière. Les grandes aumônières qu'on peut voir sont en fait des aumônières d'hommes, justement allemandes. Donc ce sont des sources qu'on ne trouve qu'en Allemagne et sur des hommes. L'aumônière 13e, c'est ce petit objet-là, qui peut être fait avec des chutes de soie, d'un tissu précieux, ou qui peuvent être aussi totalement brodés. Donc quelque chose d'assez riche. Les autres accessoires, vous avez le fermail, donc, qui sert à fermer le col, 100% approuvé par les institutions religieuses. Et c'est aussi le petit élément qui empêche qu'un autre homme que votre mari aille mettre la main dans votre corsage. C'est dans les textes. Hein. Ça, ce sont les bijoux autorisés. Le reste, on n'a rien. On n'a aucun autre objet qui pend à la ceinture, ou alors quand on a quelque chose, on les met en dessous. On ne met rien d'autre à la ceinture. C'est considéré comme largement suffisant. Et cette tenue-là, là en fait, vous êtes dans la chambre de madame. Elle ne se montre pas ainsi à l'extérieur. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle être en corps. C'est vraiment quelque chose de fondamental pour comprendre le costume médiéval. Donc la cotte ne se porte pas seule. Dès qu'on a un petit peu de moyens, évidemment, si vous êtes pauvre, là vous faites avec ce que vous avez. C'est la littérature. La littérature est très très intéressante à ce niveau-là. C'est que vous avez un texte qui s'appelle Galeran de Bretagne, où pour montrer l'émoi d'une noble dame, elle quitte sa chambre juste pour aller appeler un garde. Et c'est vraiment ça, elle ouvre la porte, elle appelle un garde pour lui dire d'aller chercher son mari. Elle n'a pas mis de manteau. Elle ne fait ça qu'en portant sa cotte. Donc, le simple fait d'ouvrir la porte, c'est même pas passer la porte, c'est ouvrir la porte, vous fait passer de l'intimité au public. Et donc, on ne paraît pas encore dès qu'on passe dans le domaine public. Ça indique aussi ce qu'est l'espace privé. La limite de l'espace privé, c'est donc pas le seuil, c'est le fait d'ouvrir la porte. Quand vous êtes dans votre chambre, vous faites absolument ce que vous voulez. Mais vraiment, hein, même gratter le dos à votre seigneur si vous en avez envie, c'est dans les textes. Hein. Mettre les bras dans le surcot du seigneur qui porte le surcot à même le corps, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous pour vous réchauffer, mais il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. Ça montre aussi les différences de mentalité. C'est pas ambigu du tout pour le Moyen-Âge de mettre les bras dans le surcot de son seigneur devant sa femme, avec le petit ami qui va arriver. C'est tout à fait normal. Ce qui est objet de toilette ne se montre pas non plus. On se remaquille uniquement dans sa chambre, et si on doit faire un remaquillage en commun avec toutes les invitées, tout le monde vient dans la chambre de la dame. L'homme doit rester
dans le secret, enfin hors du secret du maquillage et de la beauté des femmes. Donc la beauté des femmes doit rester un mystère pour ces messieurs. Ensuite, vous pouvez éventuellement paraître ainsi si vous êtes une jeune fille, donc jusqu'à 17-18 ans à peu près, ou une figure allégorique. Et encore là, il faut comparer. On parle parfois une vertu, mais on leur donne souvent la forme de jeune fille. Ensuite, on peut paraître simplement en code quand on est dans un statut qui est peu élevé, quand on est une paysanne, quand on est une femme de petit artisan, ou quand on travaille, encore une fois, quand on travaille chez soi. Ou alors quand on appartient à une certaine catégorie de femmes qui travaillent hors de chez elles et qui ont beaucoup d'accessoires, qui mettent en avant leur beauté sans aucun mystère pour attirer du monde. Vous voyez de qui je parle. Sinon, vous ne paraissez pas ainsi. Bon, ça, même avec le voile sur la tête, ça passe pas. Donc la cotte, quand vous faites votre costume médiéval, vous ne concevez pas votre vêtement uniquement, enfin votre costume uniquement avec une cotte. Forcément, il y aura un autre vêtement à côté. Sinon, ça ne va pas. Et alors, l'un des vêtements que vous pouvez mettre à côté, c'est ce qu'on appelle le surcot. Voilà. Donc, quand on ouvre la porte, alors là, ça va être un petit peu compliqué au niveau habillage, hein, parce qu'il y a la coiffe à passer. Donc, quand une femme ouvre la porte de sa chambre, elle doit revêtir une deuxième couche, au moins. Donc, parmi ces couches, vous avez ce qu'on appelle le surcot. Donc là, c'est un surcot sans manches. Donc, pour ceux qui ont suivi le casse-tête d'hier, mais qui en fait est passionnant à suivre, mais quand vous commencez à voir qu'il y a 15 000 sortes de surcots différents, vous paniquez, puis après, ça devient rigolo, quand même. Donc, on prend le surcot sans manches. Donc, c'est une coupe qui est similaire à celle de la cotte. Celui-là est très échancré. Donc, c'est la première moitié du XIIIe siècle, puisque deuxième moitié du XIIIe siècle, nous aurons nos amis les curés qui vont s'en mêler. C'est destiné à tenir chaud, donc il peut être plus étroit que la cotte, mais il est plus long que la cotte. Il doit tout cacher. Oui, c'est encore plus long. C'est encore plus long. Donc là, par exemple, vous pouvez avoir une cotte de 5 mètres d'ampleur et un surcot de 4,90 mètres. Ah oui, non, mais je plaisante pas. Hein, donc, le surcot, ça se porte en public, ça se porte à table, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et donc, dans l'intimité, vous pouvez le porter, quand vous êtes un homme, sans rien en dessous. Mais dans l'intimité, encore une fois. Donc, c'est un vêtement très très long. Ça fait partie des difficultés du costume médiéval, c'est apprendre à se déplacer avec. Oui. Ah oui, c'est toute une technique. Mais en fait, quand vous vivez avec votre costume, vous finissez par comprendre le costume et même la distance qu'il amène par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire que vous vous déplacez dans les escaliers, vous êtes obligé d'être comme ça. Sinon, c'est la culbute. Donc, ça montre aussi le statut. Je me dépêche. Ça montre le statut, donc c'est un vêtement qui utilise énormément de tissu, énormément de longueur. Le fait de devoir utiliser ses mains pour le porter fait qu'on ne peut pas travailler. Voilà, c'est obligé. Il y a un rapport de cause à effet, ça veut dire que vous ne travaillez pas. Donc là, en fait, on peut le porter comme ça en voyant la cotte en dessous. Oui. D'accord, là, voilà, pas... oui, oui. D'accord. Justement parce que, petite touche de coquetterie ultime, vous montrez la doublure. La doublure est souvent plus belle que le tissu lui-même. Donc on joue avec sa doublure hein, au XIIIe siècle, ça c'est un grand jeu XIIIe siècle, XIVe siècle aussi. Alors, vous voyez aussi une particularité de ce surcot-là, c'est qu'il est fermé par des broches qui sont sur les épaules. Donc ça c'est ce qu'on trouve dans un texte, toujours d'Alran de Bretagne, qui est un texte vraiment très intéressant, parce que c'est un texte où quand on compare même les autres textes du même auteur, on est dans un domaine très très réaliste. Et les tissus ont toujours été faits par des humains. Aucune fée n'a été exploitée dans les œuvres de l'auteur qui s'appelle Jean Renard. Donc c'est pour ça qu'on a pris le risque, parce que c'est un texte qui paraît très réaliste, qu'on a pris le risque de faire ce que normalement il est totalement déconseillé de faire en reconstitution, c'est-à-dire prendre une source unique. Mais pour arriver à prendre cette source unique, on a comparé avec un maximum d'autres éléments. Alors au-dessus, donc vous voyez qu'elle a passé ce qu'on appelle le manteau. Le manteau, c'est quand vous quittez la chambre, vous portez soit le surcot, soit le manteau. Donc là, vous avez du manteau, XIIIe siècle typique, demi-circulaire. Le manteau, là, il est fourré. Mais alors attention, le terme médiéval fourré veut dire en fait doublé. C'est-à-dire que la fourrure peut aussi bien être une fourrure de peau de bête comme ça, petit écureuil,
qu'une fourrure de soie. La plupart d'ailleurs de la soie qui est achetée pour confectionner un tissu passe dans les doublures. Elle ne passe pas dans le costume extérieur, elle passe dans la doublure, le reste est donc du lainage. Donc là, vous assistez à ce qui est... Voilà, donc, elle a mal de tête, mal à la tête. Donc c'est la coiffure. Donc une femme mariée ne paraît pas tête nue. Ceci dit, elle a 1 an d'adaptation. Hein. Pendant 1 an, elle peut quand même se permettre quelques petites choses. On a beaucoup de coiffures au XIIIe siècle qui sont généralement blanches parce que, pour avoir testé, quand vous portez tout ce bazar, la partie... Non mais c'est vrai,